On a vu comment, à partir de la forme de ces gouttes, on peut obtenir des images pour le scientifique ou des images esthétiques pour l'artiste. Et puis on vient de voir comment on était capable de traiter ces images, alors dans un cas un petit peu différent de la goutte d'eau, mais où on a toujours des systèmes de fluide et d'imagerie. On s'était arrêté sur cette image-là avant de parler justement de techniques d'imagerie. Et ce que l'on peut voir, c'est que sur ces photos, la goutte, elle a des formes très particulières, très chaotiques. On voit qu'elle n'est pas du tout ronde et circulaire, comme j'ai pu vous l'expliquer précédemment. Alors c'est très intéressant pour Linda Sanchez, mais c'est aussi le signe de phénomènes physiques qu'on est capable de modéliser, d'expliquer, sur lesquels je vais revenir maintenant. En effet, on sait que l'équation écrite par Thomas Young en 1805, qui équilibre les forces au niveau de l'interface solide, fluide, gaz, cette équation, elle est vraie si la surface sur laquelle se trouve la goutte est parfaite, si elle n'a aucun défaut topographique, aucune poussière, aucun défaut chimique. Et dans la réalité, dans la plupart des applications pour lesquelles on s'intéresse aux gouttes, les surfaces sont remplies de défauts. C'était d'ailleurs très intéressant quand nous avons visité l'atelier de Linda, de voir à quel point elle peut rechercher les défauts justement pour jouer avec la goutte, et on verra quelques exemples par la suite, alors que nous au laboratoire on est plutôt à essayer d'éviter le plus possible les défauts, les poussières et les pollutions de l'environnement. Bref, ce que l'on sait, c'est que l'angle de contact n'est donc pas unique. Par exemple, si j'incline la surface sur laquelle est ma goutte, dans le cas du pare-brise toujours, je vais voir la courbure de la goutte qui va augmenter alors que le diamètre qu'elle forme sur la surface reste constant. La courbure de la goutte va augmenter à l'avant, dans la direction où elle descend, et puis à l'arrière, je vais avoir un angle qui va diminuer, qui va être inférieur à celui prévu par l'équilibre des tensions de surface. Et ça crée ce qu'on appelle une hystérèse d'angle de contact, une différence entre un angle à l'avancée et un angle à la reculée. C'est ce que l'on a pu mesurer, par exemple, sur cette image qui a été obtenue également au laboratoire par Mathieu Larochette, qui est postdoctorant dans notre équipe, sur une surface en polypropylène qui a été inclinée à 49 degrés. On voit bien la différence ici entre l'angle d'avancée et l'angle de reculée. Et c'est ça qui explique que les gouttes peuvent parfois être bloquées sur les surfaces ou alors, à l'inverse, rouler très facilement sur les feuilles de lotus. Alors, ces effets d'hystérèse d'angle de contact ont été très bien mis en évidence par une belle expérience qui a été réalisée en 1964 par deux scientifiques, Johnson et Detre, qui ont choisi de modifier un paramètre, de créer des défauts à la surface en jouant sur la rugosité. Et pour cela, ils ont déposé sur la surface de la cire de bougie, qu'ils ont traitée pour qu'elle soit rugueuse. Et puis, ils ont fait des recuits successifs de cette cire. Et au fur et à mesure des recuits, la cire est venue s'écouler, se lisser. Et du coup, on peut ainsi faire varier la rugosité de la surface tout en gardant la même chimie de surface, puisque c'est toujours le même matériau, la cire, qui a les mêmes propriétés chimiques. Et ils ont mesuré les angles d'avancée et de reculée pour différentes valeurs de rugosité. Alors, les résultats, on les voit ici. Alors l'image a été numérisée, mais elle n'est pas forcément de très bonne qualité, mais on y voit quand même l'essentiel. On a donc une rugosité qui est croissante. Alors chronologiquement, il faut lire cette courbe finalement de droite à gauche, puisque les recuits font diminuer la rugosité, mais le résultat est le même. Et ils ont mesuré l'angle d'avancée, ce qui sont les cercles blancs, et puis l'angle de reculée, qui sont les cercles noirs. Et ce que l'on voit, c'est que pour les rugosités très fortes, il y a finalement peu de dépendance à la rugosité et une faible différence entre l'angle d'avancée et l'angle de reculée. Ce que ça veut dire, c'est qu'une toute petite variation de l'inclinaison ou du volume va permettre d'atteindre et l'angle d'avancée et l'angle de reculée, et donc de faire bouger la goutte. A l'inverse, à partir d'une valeur plus basse de rugosité, on voit un gap très fort qui se crée entre ces deux valeurs, l'angle d'avancée et l'angle de reculée, et puis on voit une dépendance à la rugosité de surface qui apparaît. Et du coup, on voit un effet de la rugosité. Alors, les faibles hystérèses d'angle de contact, ce qui se passe ici à forte rugosité, c'est ce qui se passe dans le cas de la feuille de lotus.
On est capable aujourd'hui de montrer, on sait que la feuille de lotus, elle est faite de tout un tas de petits picots, très petits, de l'ordre de 10 micromètres, et sur ces petits picots, il y a d'autres petits picots encore plus petits, ce qui font que la goutte, la surface a une très forte rugosité, et ça génère une hystérèse très faible, d'où les gouttes qui roulent sur les feuilles de lotus et sur les feuilles d'un grand nombre de végétaux, par exemple sur les feuilles des épis de blé, ce qui évite à l'eau de rentrer dans les épis quand le blé n'est pas encore prêt à être cueilli. Les hystérèses d'angle de contact très fortes correspondent plutôt ici à cette situation d'une goutte qui va être accrochée sur la surface. Il y a un exemple qu'on retrouve dans la nature, c'est sur les pétales de fleurs, notamment sur les pétales de rose, où on va avoir un angle de contact qui va être élevé, mais une hystérèse forte qui piège la goutte, ce qui permet à la fleur, aux pétales de rose, d'être bien hydratée et de capter l'eau. Alors cette hystérèse, elle vient des défauts de la surface. On peut distinguer les défauts physiques et les défauts physiques, bien qu'en réalité sur les surfaces, on a toujours un mélange de défauts physiques et de défauts chimiques, mais on peut considérer ce qui se passe dans les deux situations. Dans le cas d'un défaut chimique, on va considérer qu'on a deux zones distinctes, avec une zone qui donne un angle d'équilibre θ1 et puis une zone qui donne un angle d'équilibre θ2. Et finalement, très localement, au niveau de ces défauts-là, je peux écrire l'équation de Young qui donne l'équilibre des forces. Et à la jonction entre ces deux zones, au niveau du défaut, eh bien, l'angle que peut prendre ma goutte, il est compris dans cette plage entre l'angle θ2 et l'angle θ1. Il se passe la même chose sur les défauts topographiques, les défauts physiques, les rugosités, les stries, les rayures, les poussières. Où je vais avoir, localement, je peux écrire toujours mon angle d'équilibre, et au niveau du défaut, la goutte, la ligne triple, la peau de la goutte, peut prendre une valeur comprise entre les deux valeurs décrites par l'équilibre à la jonction. Excusez-moi. Donc, cet effet des défauts a été décrit par deux modèles dans le courant de la deuxième moitié du XXe siècle, le modèle de Wenzel et le modèle de Cassie-Baxter. Le modèle de Wenzel, il prend en compte les effets de rugosité, puisqu'il considère que la goutte, elle va être empalée sur les défauts de la surface, qu'elle va venir épouser parfaitement la surface, et il faut donc, pour exprimer l'angle de contact apparent, θ étoile, prendre en compte cette rugosité, qui est le rapport entre la surface réelle, donc si on vient suivre tous les creux, les bosses de la surface, et qu'on rapporte ça à la surface projetée, donc que prend la goutte. On peut donc écrire un angle un angle de contact apparent qui prend en compte cette rugosité. Un autre modèle qui existe, c'est le modèle de Cassie-Baxter, qui lui considère une surface composite sur lequel l'angle de contact apparent, θ étoile, va répondre à une loi de mélange qui considère une partie de la surface qui répond à l'équation d'équilibre pour θ1 et une partie de la surface qui correspond à l'angle d'équilibre pour θ2. Un cas particulier de ce modèle de Cassie-Baxter, c'est ce qui se passe sur des surfaces texturées qui vont reposer sur le dessus des aspérités. C'est ce qu'on appelle l'état fakir ou l'état suspendu, où la goutte repose vraiment sur le dessus de ces aspérités, comme c'est le cas dans la feuille de lotus. On voit ici, par exemple, sur cette image, qui a été également obtenue au laboratoire sur un élastomère fortement texturé, on voit la goutte, ici, son reflet dans la surface, et puis une ligne gris clair ici. Alors on ne distingue pas très bien sur les images, mais la surface est rainurée, et la goutte repose sur le dessus de ces rainures, et entre les rainures, on a des bulles d'air qui sont piégées lors du dépôt de la goutte. Alors, ces défauts de surface, ils jouent un rôle sur l'angle quand la goutte est statique, mais ils jouent aussi un rôle quand la goutte se déplace, quand la ligne triple, donc toujours cette interface solide-liquide-gaz, se déplace sur la surface. Par exemple, on peut voir sur ce schéma ce qui se passe quand on a deux défauts de surface cylindrique écartés d'une distance ici qui a été notée P, et puis en bleu on a la courbure de la goutte. Alors la goutte elle est ici, il faut l'imaginer, on ne l'a pas dessinée entièrement pour simplifier le dessin, mais elle se déplace dans cette direction et localement elle va être piégée sur les défauts, qui va déformer le front de mouillage, qui va déformer ce qu'on pourrait appeler la robe de la goutte. On va voir une illustration dans très peu de temps de la déformation de cette robe de goutte, jusqu'à ce que la force qui entraîne la goutte dans son déplacement permette de déplacer cette force d'accrochage sur les défauts. Alors, ces défauts
souvent on les subit, en tout cas dans les surfaces au quotidien, on les subit. Et puis on peut aussi choisir, de les contrôler. C'est ce que l'on fait notamment au laboratoire. Dans le cadre de nos travaux, on cherche à contrôler la topographie de la surface, à créer sur la surface des picots, des rainures, des bosses qui sont répartis plus ou moins aléatoirement, de manière à contrôler la forme que prend la goutte et la manière dont elle se déplace. Par exemple, sur cette surface ici, on a une goutte d'eau qui a été déposée sur une surface de polycarbonate, qui est un polymère relativement courant, un plastique relativement courant, que vous pouvez retrouver par exemple dans les phares de voiture. Elle a été déposée sur du polycarbonate sur lequel il y a des rainures, que l'on distingue ici en noir, la base, le fond de la surface étant en blanc, enfin en gris clair. Et on voit que la goutte, eh bien, elle épouse ces rainures, elle prend une forme très particulière, elle n'est plus du tout sphérique et ronde comme je vous le disais tout à l'heure, mais elle suit les contours de la topographie. Elle va facilement s'écouler le long des rainures et être piégée perpendiculairement. On peut aussi choisir non pas de créer des rainures, mais par exemple d'avoir une illustration plus près, mais c'est vrai que l'écran étant grand, on voit bien ce qui se passe. On peut aussi regarder ce qui se passe quand on a des défauts, des objets, des cônes qui sont fortement inclinés par rapport à la surface. Et dans ces cas-là, eh bien, on a une goutte, ici on a représenté la goutte, et cette goutte elle est connectée à une seringue dans laquelle on rajoute de l'eau pour augmenter le volume de la goutte et forcer la goutte à avancer. Et on voit que cette goutte elle va avancer dans une direction privilégiée par rapport qui est liée à la texturation et à l'inclinaison de ces cônes sur la surface. Un autre exemple est donné ici, c'est des travaux qui ont été réalisés par Malvatkar et ses collaborateurs dans un article publié en 2010 dans Nature Materials, dans lequel ils avaient également déposé des plots fortement inclinés, et on voit que selon l'orientation de ces plots, eh bien la goutte, qui est ici à 90 degrés sur une surface verticale, selon l'orientation des plots, elle va rester bloquée ou au contraire facilement s'écouler. Et même elle peut rester accrochée quand la surface est retournée à 180 degrés. Et ce qui nous intéresse également d'un point de vue des applications, des progrès qu'on pourrait envisager, c'est de contrôler le déplacement de ces gouttes. Savoir, eh bien, arrêter une goutte, la faire aller là où on le souhaite, à la vitesse qu'on souhaite. Donc déplacer une goutte. Ça a des intérêts, par exemple, si on veut évacuer plus rapidement les gouttes sur le pare-brise. Je reviens au pare-brise régulièrement parce que c'est un exemple sur lequel il y a un grand nombre de recherches sur le mouillage, et puis parce que c'est une application vraiment du quotidien. Alors en ce moment, on n'a pas trop l'occasion de voir de la pluie sur le pare-brise, mais c'est quand même quelque chose de très parlant. Donc on peut vouloir déplacer une goutte pour l'évacuer. Là où c'est aussi intéressant, c'est par exemple dans l'impression jet d'encre. Ce sont des micro-gouttes d'encre, qui ont des propriétés, des comportements qui se rapprochent des gouttes d'eau. Eh bien, on veut que la goutte de liquide aille exactement là où on le souhaite pour améliorer la précision de l'impression. Et puis un domaine où ces effets de gouttes et de comportement de gouttes va être émergent, c'est aussi dans la fabrication additive et dans l'impression 3D, puisque certaines techniques d'impression 3D impliquent de déposer des gouttes. Par exemple, dans l'impression de tissus vivants, on va venir déposer des gouttes, des picogouttes, des nanogouttes ou des picogouttes, donc des gouttes très petites, et on souhaite qu'elles aillent exactement là où on le souhaite, éventuellement avec une vitesse augmentée par rapport à ce qui pourrait se faire naturellement. Alors pour déplacer des gouttes, on peut jouer sur la physique de la goutte et donc modifier la tension de surface tout au long d'une surface. Plus la tension de surface va être forte, plus la goutte va vouloir aller mouiller cette surface pour limiter, abaisser l'énergie. Ça, c'est ce qui a été fait dans un très beau papier de Manoj Chowdhury et Whitesides publié dans Science en 1992, où ils ont recouvert une surface d'un composé chimique qui peut être assimilé à un surfactant, et puis ils ont fait varier la concentration de ce composé chimique tout au long de la surface. Et quand ils inclinent la surface pour une valeur assez faible de 15 degrés, eh bien, donc la zone de plus forte mouillabilité, elle est en haut, on est au
hauteur, on va dire. Et en lâchant la goutte, on voit que sur un temps très court, là, la séquence d'image est prise sur 2 secondes, et bien la goutte, elle peut remonter le long de la surface. Alors là, on joue sur la physico-chimie des surfaces et sur la physique de la goutte. Mais on peut aussi choisir d'apporter une énergie supplémentaire. Par exemple, comme dans le cas de la goutte qu'on fait exploser, on apporte une énergie mécanique par une excitation avec un piézoélectrique ou avec d'autres systèmes qui permettent de faire vibrer la surface. Et on peut là aussi faire remonter des gouttes sur des plans inclinés. C'est ce qui a été fait dans les travaux présentés dans cet article-là en 2009 par François Brunet et ses collègues, où il a fait remonter des gouttes simplement en faisant vibrer verticalement un plan incliné à 45 degrés. Alors, la séquence d'images que l'on voit ici, excusez-moi, elle est prise pour une fréquence de vibration de 60 Hz, et puis on peut regarder le comportement de la goutte, ici en fonction pour différentes accélérations de la goutte, donc différentes amplitudes de déplacement, en fonction de la fréquence de sollicitation. Et on voit qu'il y a des zones clairement où la goutte elle est statique, elle ne bouge pas, des gouttes où elle va glisser, le sliding en anglais, et puis des zones, des diagrammes des phases, pour lesquelles la goutte va pouvoir remonter, de climb en anglais. Alors, faire vibrer des gouttes, c'est justement ce qui nous intéresse et ce qui a permis d'obtenir le film dont Mathieu vous a parlé juste avant. Et c'est aussi quelque chose qui avait effectivement beaucoup plu à Linda et sur lesquels on essaye de continuer à travailler, à échanger, à collaborer. Faire vibrer des gouttes, ça peut permettre d'apporter cette énergie supplémentaire qui permet de dépasser l'hystérèse d'angle de contact. Et sur des surfaces qui sont très fortement, sur lesquelles les gouttes sont très fortement piégées, on peut envisager de les faire se déplacer et évacuer une zone. Alors pour ça, on a un montage expérimental au laboratoire, parce qu'on a cet attrait pour le développement expérimental au laboratoire. On développe des montages pour réaliser un grand nombre d'expériences. Et ce qu'on voit ici, c'est un petit support métallique sur lequel on vient placer notre surface. On a une seringue ici qui permet de déposer une petite goutte d'eau. Et puis ce support, il est connecté à un pot vibrant qui est un système qui peut aussi, comme un actionneur piézoélectrique, faire vibrer la surface dans des gammes de fréquences et d'accélération différentes, mais c'est le même principe de faire vibrer la surface. La caméra ici filme la goutte de côté. On a ici la source de lumière. Et puis on observe donc la goutte dont on capte l'image et qu'on peut ensuite traiter. Alors ce qui nous intéresse, c'est la texturation de la surface. C'est la texturation de la surface. Donc là, c'est une vidéo très identique à ce qu'a montré Mathieu précédemment. On a un polypropylène qui est texturé avec des rainures et puis qu'on fait vibrer à 47 Hz avec des amplitudes différentes, donc des accélérations différentes, des énergies mécaniques transmises différentes. Ce qu'on voit, c'est que quand l'accélération est assez faible, eh bien la goutte suit le mouvement de la surface. Et puis ce qui se passe dans cette situation-là, c'est qu'on a une énergie mécanique supplémentaire qui permet, parce que l'amplitude et donc l'accélération sont plus fortes, et la goutte eh bien, a un comportement complètement différent. Elle va venir s'étaler sur la surface, remplir les rainures, les vider de manière alternative, et puis on voit qu'à sa surface, il y a des ondulations très fortes. On pourrait envisager de poursuivre l'expérience, par exemple, peut-être jusqu'à l'explosion de la goutte. Et nous, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est d'extraire de l'information à partir de là. Alors, les surfaces qui vibrent comme ça, eh bien, on peut les imaginer, par exemple, dans certaines applications. Quand on souhaite faire évacuer des gouttes d'eau, on pourrait envisager d'avoir des petits moteurs qui font vibrer les surfaces à des fréquences particulières et qui permettent d'accélérer l'évacuation de gouttes d'eau. Alors je reviens juste très rapidement sur cette courbe et puis après j'en aurai fini avec la physique. On a donc le déplacement du centre de la goutte en fonction de la surface, obtenu par les traitements numériques détaillés précédemment par Mathieu. Et puis on voit que si l'accélération et l'amplitude est assez faible, la goutte suit la surface,
Et en revanche, si on augmente l'accélération, on va avoir des comportements beaucoup plus complexes, des effets de glissement de la goutte, des effets de dissipation d'énergie dans ce glissement et dans ces ondulations de la surface. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est par exemple de savoir si, quand la goutte est bouge fortement sur la surface, si par exemple elle roule ou elle glisse. Ça, c'est des questions qu'on se pose encore.